Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Medical. À l'occasion de la campagne de communication annuelle qui vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, communément appelé Octobre Rose, on se retrouve pour un nouveau podcast et on est avec une sœur qui va nous partager son témoignage. Juste pour faire un petit rappel, le Centre hospitalier Pain Quotidien, comme vous le savez, c'est une association à but non lucratif et on construit des centres hospitaliers dans le monde, principalement en Afrique pour le moment, qui visent du coup à soigner les démunis. Et on a plusieurs objectifs, dont former et éduquer. Et c'est via le podcast qu'on essaye de sensibiliser et de former sur des maladies telles que le cancer et bien d'autres comme on a pu le faire avec le palu. Donc du coup, là, il y a du coup Octobre Rose qui arrive et je voulais qu'on voit ensemble un petit peu la définition du cancer du sein. Donc d'après l'Organisation mondiale de santé, le cancer du sein, c'est une maladie caractérisée par la forte croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. Si rien n'est fait, les tumeurs peuvent se propager dans l'organisme et entraîner du coup la mort. Et comme je disais, je suis pas seule pour ce podcast, donc je suis avec une sœur qui va se présenter un peu plus tard, mais je suis aussi avec Léa. Bonjour à tous. À présent, nous allons vous présenter quelques chiffres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2022, on estimait à 670 000 le nombre de décès dus au cancer du sein dans le monde. Voilà. Dans 157 pays sur 185, le cancer du sein était la première cause de cancer chez les femmes en 2022. Donc pour vous expliquer un petit peu, on a pris 185 pays. Sur ces 185 pays-là, 157 avaient pour première cause de mortalité chez la femme le cancer du sein. Et dernier chiffre, les hommes représentent environ 0,5 à 1% des personnes touchées par un cancer du sein. Ça, on l'entend moins. Pour certains, on ne le sait pas forcément. Mais oui, les hommes peuvent être aussi atteints du cancer du sein. Voilà pour le cancer du sein en quelques chiffres. Maintenant, comme évoqué en introduction, nous allons laisser notre sœur se présenter. Et par la suite, nous allons pouvoir lui poser quelques questions. Bonjour à tous, je m'appelle Rebecca, j'ai 31 ans et j'ai été guérie d'un cancer du sein. Bien Rebecca, merci. Donc, pour commencer, à quel moment de ta vie est survenue la maladie ? Alors, j'ai eu le diagnostic du cancer du sein en juin 2018. J'avais alors 24 ans et j'étais en fin d'études de Master 2. D'accord. Donc, tu as dit que tu avais à 24 ans, d'accord. Donc, tu étais quand même assez jeune, en pleine étude. Et quel a été ton parcours médical ? Quand je dis parcours médical, c'est la durée du diagnostic. Mon parcours médical, donc pour traiter le cancer du sein, donc j'ai eu un cancer du sein triple négatif. C'est un des cancers du sein parmi les 4 qui existent. Faut savoir que le cancer du sein triple négatif, si je peux rentrer vite fait dans les détails, c'est un des cancers du sein les plus agressifs et on dit en fait qu'il ne répond pas aux récepteurs hormonaux. Pour traiter ce cancer, j'ai eu une chimiothérapie, une chirurgie qu'on appelle une tumorectomie, c'est-à-dire que c'est juste l'ablation de la tumeur. Et ensuite, j'ai eu une radiothérapie. Et 1 an plus tard, j'ai eu une mastectomie. Donc, ça veut dire que c'est l'ablation en fait du sein. Wow, d'accord. Et donc, tu as quand même subi pas mal d'interventions. Est-ce que tu estimes avoir été bien informée sur la maladie ? Alors, est-ce que avant tu étais informée sur la maladie, ou je pense qu'à 24 ans aussi on pense à autre chose, mais est-ce que aussi une fois que tu as été diagnostiquée, est-ce qu'on t'a bien informée ou tu t'es sentie un peu de la part du corps médical, en tout cas un peu seule ? Alors, étant un peu curieuse, lorsque j'ai commencé à ressentir les symptômes, enfin ressenti non, c'est-à-dire que un soir,
après méditer, en fait, j'ai ressenti une boule, en fait. J'ai ressenti une boule. En fait, toutes les femmes, en fait, on a des nodules. Ça, c'est toutes les femmes, on a des nodules. Mais lorsque les nodules, en fait, grossissent, là, en fait, il faut s'alerter. Donc, un soir, j'ai senti une boule au niveau du sein gauche. Et tout de suite, ça m'a alertée, en fait. Ça m'a intriguée parce que je n'avais jamais eu ça. J'ai pris rendez-vous chez une gynécologue. Et pareil, quand j'ai vu la gynécologue, elle n'était pas inquiète. Donc, j'avais 24 ans, elle m'a dit, c'est certainement un kyste. En faisant des examens, il s'avérait que c'était pas un kyste, c'était bien une tumeur cancéreuse. Et c'est-à-dire que un ou 2 mois avant, j'ai ma tante paternelle qui a eu un cancer du sein. On venait de diagnostiquer un cancer du sein. Pour moi, enfin, on va dire, c'était normal vu son âge. Donc, elle avait 55 ans, c'était un peu avant la tranche d'âge normale. Donc, je n'ai pas spécialement fait des recherches. Et une fois que j'ai commencé à avoir des symptômes, euh, j'ai commencé à me renseigner. Euh, et une fois que j'ai eu le diagnostic, j'étais bien entourée. J'étais bien entourée parce que en 2018, on n'était pas nombreuses à avoir un cancer du sein à moins de 30 ans et à moins de 25 ans. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive, moi, chez mon oncologue, limite, j'étais la plus jeune patiente. Donc là, dans ce cadre-là, j'étais assez bien entourée. Et plus tard, en faisant des examens, c'est alors que dans mon cas, c'est une mutation génétique. Donc, selon le jargon médical, j'étais prédestinée à avoir un cancer du sein et un cancer des ovaires. Waouh. Est-ce que les médecins ont expliqué, en fait, là, tu nous as parlé de mutation génétique. Est-ce que les médecins ont expliqué, en fait, cette mutation génétique, elle provient de quoi? Ou comment elle survient, cette mutation génétique, ou pas? Tu sais? Non, pas du tout. En fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est un gène que j'ai et que les hommes aussi peuvent avoir, hein, bien sûr. C'est un gène que j'ai, donc ça se trouve, c'est la pollution. En fait, on ne sait pas. Et surtout que c'est à une période où je faisais beaucoup de sport, j'avais une très très bonne hygiène de vie. Euh, donc, je me rappelle, le médecin, le chirurgien m'a dit, bah, en fait, c'est la faute à ta chance. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, on ne sait pas, en fait. C'est un gène que j'ai et qui a muté. Et malheureusement, on peut l'avoir, mais sans le savoir, en fait, aussi. Wow, d'accord. Et je voulais revenir sur un point que tu as évoqué. Tu as dit que tu as ressenti que tu avais une boule. C'est l'objet de la question que je veux te poser maintenant. À part cette boule, est-ce que avant de l'avoir constatée, ou même une fois que tu l'as constatée, est-ce que tu as senti quels étaient les symptômes vraiment du cancer et est-ce que tu as ressenti déjà des désordres au niveau de ta santé avant ou vraiment, bah, comme tu me dis, comme tu nous as dit, tu avais une bonne hygiène de vie et donc pour toi, il n'y avait rien de alarmant à part cette boule-là? Alors, non, pas du tout. J'ai rien ressenti avant. Vraiment, j'ai rien ressenti avant. C'est-à-dire que pourtant, j'avais 24 ans, mais j'étais même pas au courant. Enfin, je ne pratiquais pas d'autopalpation. Alors qu'en général, on demande d'en pratiquer une fois qu'on a ses règles, ça reste important. Mais non, pas du tout. Je n'avais aucun symptôme avant. Je sais juste que c'est survenu après, donc après la période menstruelle. Donc en général, c'est à cette période en fait qu'on recommande en fait, ou chaque début du mois, qu'on recommande en fait de faire de l'autopalpation. Moi, je l'ai fait en fait vraiment par hasard. J'ai rien ressenti avant. Tu n'as pas été alertée autrement que du coup en faisant la palpation. Donc, tu as été diagnostiquée, tu es allée à l'hôpital, etc. Et du coup, comment est-ce que ton entourage a accueilli ce diagnostic? Comment ça s'est passé pour ta famille? Alors, c'était particulier parce que donc je faisais mes études en France et toute ma famille, elle était au Gabon. Donc, Ok. j'étais seule. Aucun parent ici, à part voilà les bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que l'annonce a été assez compliquée. Chacun a réagi un peu
de manière différente. Mon père était choqué. Voilà, il était sur le choc parce que j'étais toute seule ici en France, je faisais mes études, je n'ai eu aucun problème durant mon parcours universitaire, j'ai fait un 5 sur 5. Pour lui, c'était inacceptable, sachant qu'il n'était pas chrétien. Enfin, il n'est pas chrétien, donc c'était vraiment inacceptable. J'ai ma petite sœur qui faisait ses études au Sénégal, qui, elle, paniquait. En fait, voilà, chacun réagissait un peu de manière différente. Et c'est vrai que j'étais positionnée. Bizarrement, j'étais dans un déni dans le sens où, personnellement, j'étais un peu dans un déni où je me retrouvais encouragée, en fait, en me disant que non, le Seigneur va faire, que si c'est arrivé, c'est que le Seigneur a un plan. Voilà. Je me suis retrouvée dans cette situation-là, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de me faire consoler, je faisais l'inverse, en fait. Ok. Donc là, tu as parlé du Seigneur, qu'il avait un plan pour toi. Pour toi, c'était comme une épreuve. Et comment, en fait, l'annonce de ce cancer a impacté ta foi? Alors, c'est particulier dans le sens où le jour où on m'annonce, donc je suis en entreprise, parce que j'étais en alternance. Donc, si je me rappelle bien, c'était un mercredi. C'était un mercredi, le 20 juin 2018. Donc, je suis en entreprise. Et c'est vrai que comme j'avais déjà fait des recherches, j'avais déjà des premiers résultats. Oui, j'avais des résultats de l'IRM. Et l'IRM disait que j'avais une tumeur de 4 centimètres. Et moi, j'avais vu dans mes recherches que quand un nodule dépasse 1 centimètre, il faut s'inquiéter. Donc, dans ma tête, je savais que quelque chose n'allait pas. Donc, la gynécologue m'appelle, elle me dit, voilà, madame, vous avez un cancer du sein, il ne faut pas vous inquiéter. Et j'étais dans les toilettes quand ça s'est passé. Ma première réaction, c'était, Seigneur, alors je ne vois pas ce qu'il y a de bon en fait dans le cancer, mais bon, ta parole déclare que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Donc, du coup, on va aller, quoi. C'était ça ma première réaction. J'ai pas eu de réaction, non. Voilà. J'ai pas été sur le choc parce que je ne sais pas, c'est comme si le Seigneur me préparait parce que des semaines avant, des mois avant, je dis Seigneur, je veux vivre des choses avec toi. Et là, tout d'un coup, j'ai eu ce diagnostic-là. Et c'était ça ma première réaction. Et quand j'ai vu en fait aussi la réaction de ma famille, de ce qui m'entourait, moi je répétais ça en fait c'est une épreuve comme toute autre. Et je me rappelle quelqu'un m'avait dit, en fait ce type de maladie, le moral joue beaucoup. Donc en fait c'est comme si je m'étais mis une carapace en fait. Quand je dis une carapace, c'est que j'avais dit Seigneur, en fait je veux que tu me couvres en fait. Donc, je suis allée voir, même quand je suis allée voir les médecins, j'avais pas spécialement besoin d'être accompagnée parce que pour eux, j'étais assez autonome, j'étais assez mature pour encaisser tout ce qu'ils allaient me dire, en fait. Donc, ça fait beaucoup d'informations tout d'un coup quand tu arrives. On te dit, tu vas faire ça, ça fait beaucoup. Mais au final, eux, ils étaient pas gênés parce que pour eux, ils avaient quelqu'un d'assez mature pour encaisser. On m'avait proposé un psychologue, même à cette période, je n'en voulais pas parce que je ne voyais pas l'utilité. Donc, voilà. Mais du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu as fait de la radiothérapie, tu as fait de la chimio. On sait quand même que c'est des traitements qui sont assez lourds. Parfois, une personne, on va dire les termes, décède pendant la chimio, etc. Tu as eu aussi une opération, notamment une ablation. Tu as dû aussi te réapproprier ton identité parce que tu as aussi changé. Quelle a été ta plus grande crainte tout au long de ces différents traitements? Quelle a été ton attitude psychologiquement? C'était comment en fait? Alors la chimio, contrairement à comment beaucoup le vivent, moi ça m'a pas choquée parce qu'en fait psychologiquement je m'étais préparée. Donc c'est-à-dire qu'avant ma première chimio, je suis allée couper mes cheveux parce que je savais que j'allais les perdre. Okay. Je savais que j'allais les perdre, donc je suis allée raser ma tête. Donc ma première chimio, j'ai le crâne rasé. Donc j'ai perdu mes cheveux. J'ai acheté une tondeuse, on m'a rasé la tête. Et non, pendant la chimio, donc c'était très dur. Je vais pas dire que c'était facile, impossible. Non, c'était très très difficile. C'est-à-dire que limite, j'avais 24 ans, mais j'avais l'impression d'avoir le corps de quelqu'un de 80 ans. Parce que physiquement, c'était dur, je ne mangeais
pas grand-chose. Je perdais beaucoup de poids, je vomissais beaucoup. Et c'était dur, mais c'est-à-dire que comme tous ces effets secondaires étaient écrits quelque part, donc je savais que quelque part, j'allais vivre ça. Ce qui m'a choqué personnellement, c'est un effet secondaire qui n'était pas écrit. Je ne sais pas si c'est peut-être mon côté scientifique qui fait que j'avais besoin que tout soit écrit. Donc, je devais avoir 16 chimios. Donc, pendant ma 11e chimio, j'ai commencé à avoir des douleurs inhabituelles. C'est-à-dire que j'avais des picotements aux doigts, aux pieds. Et il s'avérait que c'était des douleurs neuropathiques. C'était le seul effet secondaire qui n'était pas écrit. Donc ça, c'était comme une claque. C'était un peu comme une claque. Voilà. C'était vraiment comme une claque. C'est la période où j'ai senti que psychologiquement, ça n'allait pas parce que, on va dire, voilà, je priais. C'était comme si j'avais le contrôle. Mais là, cette fois-ci, c'est-à-dire que j'avais besoin vraiment que quelqu'un soit là pour moi. La neuropathie a été tellement violente que j'étais à béquille, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus vivre toute seule. Et c'est cette période où, pour moi, c'est la période la plus difficile en fait de ce parcours, les douleurs neuropathiques. D'autant plus que tu n'étais pas avec ta famille. Comme tu as dit, ta famille vit au Gabon. Donc, ça veut dire que tu as traversé cette épreuve seule, avec des frères et sœurs sûrement, surtout des sœurs peut-être. Mais tu étais principalement seule, du coup? J'ai eu ma mère qui est venue 2 mois, qui était là pendant les plus grosses chimios, comme on dit. Et après, c'est vrai que les autres chimios, j'étais seule, il y avait les bien-aimés. J'avais mon fiancé à l'époque qui m'aidait de temps en temps. Donc, c'est-à-dire que il était là, malheureux. Il était là. Bon, je lui avais demandé de partir, mais bon, pour lui, c'était pas une option. Et mais c'est vrai que j'étais principalement seule parce qu'à un moment, lui, il était dans une ville. Et en fait, il y avait le Seigneur, en gros. Parce que c'est vrai que certaines personnes, ils étaient là la journée, mais la nuit, avec les douleurs, en fait, finalement, j'étais toute seule, mais avec le Seigneur, en fait. Ce qui fait que il m'est arrivé des périodes où, pour m'endormir, il fallait que je pleure énormément. Alors que je pleure beaucoup, et je me suis dit, il faut que je pleure, comme ça, au moins, je suis fatiguée, je m'endors, parce que les douleurs étaient tellement présentes que ça m'empêchait de dormir, en fait. Ok. Est-ce que quelle a été ta plus grande crainte pendant cette épreuve? Je sais pas comment dire une plus grande crainte. C'est surtout qu'il y a un moment, comme on dit, je n'arrivais plus à voir la fin, en fait. Je n'arrivais pas forcément à me dire, je savais qu'il y avait une fin. Je n'arrivais pas à voir la fin. Je n'arrivais pas forcément à voir la fin. Voilà. C'est-à-dire que chaque étape a été un peu difficile. Je priais beaucoup dans le sens où, en fait, j'étais dans un état, parfois, je me disais, mais Seigneur, je suis honorée de t'avoir parce que pendant cette période, si vous vous rappelez, j'ai dit que chez ma tante aussi, qui a eu 1 mois avant le cancer du sein, Oui. elle est décédée 1 mois avant, en fait. Elle est décédée 1 mois avant. Et je me suis dit, mais comment les gens qui ne tombent pas, ils font, en fait? Parce que moi, des fois, j'avais tellement mal, mais je pouvais prier. Et je savais qu'il y a des gens qui avaient des pensées de suicide, en fait. Mais moi, c'était pas une option. Pour moi, c'était une épreuve. C'est vrai que même quand les frères et sœurs venaient me voir, il y en a qui avaient honte. Il y en a qui avaient honte de venir me voir. Il y en a qui étaient gênés d'être avec moi. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, il y en a qui vont se dire, mais comment réagir? J'encourage toujours les gens qui vont voir les gens qui sont malades. Parfois, on n'a pas besoin en fait de voir la tristesse dans les yeux. En tout cas, moi personnellement, j'en avais pas besoin. J'avais besoin, voilà, qu'on m'apporte la joie. Voilà. Moi, ma plus grande crainte, c'est que je n'arrivais pas à voir le bout du tunnel en fait. Je n'arrivais pas à voir, surtout quand la neuropathie est arrivée. Okay. C'est surtout ça parce que j'ai été hospitalisée 6 mois après. Donc, c'est vrai que ça devenait interminable, en fait. Effectivement, ce que tu dis, là, ce qui m'a interpellée sur la fin de ce que tu viens de dire, c'est que quand on est malade et quand on n'est pas malade, en fait, quelle attitude à avoir quand on visite une personne. Et c'est vrai que
on a tendance quand on est malade, on peut s'apitoyer sur son sort parce que comme tu dis, si on n'a pas le Seigneur, effectivement, il n'y a plus rien qui nous raccroche à la vie en fait finalement. Et aussi quand on vient visiter une personne qui est malade, quelle attitude aussi adopter, on ne sait pas. Et effectivement, en tout cas moi ça m'a touchée de t'entendre dire aussi que ce qui t'aidait à ce moment-là, c'est que on vienne te voir et apporter la joie et toutes ces choses-là. Donc, le Seigneur nous apporte la joie, donc c'est important. Et je voudrais te poser une question sur le mode de vie. Quand tu as arrêté en fait de subir tout ce qui est chimio, traitement assez lourd, est-ce que tu dirais que ton mode de vie, ton hygiène de vie, est-ce que tu l'as adapté? Est-ce que ça a changé par rapport à avant? Est-ce que tu penses que ça a un impact aussi sur la maladie, sur la guérison, en fait, de manger sain, par exemple, de faire du sport, ou pas du tout? Je veux dire, j'ai pas forcément adapté mon mode de vie, comme je disais, parce que j'avais déjà un mode de vie assez alimentaire assez sain pour ma part. Mais oui, effectivement, faire du sport, bien manger, en fait, c'est essentiel. C'est, c'est essentiel parce que avec tout ce qui est pollué, euh, ça agit en fait, ça agit, comme on dit. Aujourd'hui, les médecins ne savent pas en fait qu'est-ce qui est à l'origine, mais c'est vrai que quand on pousse un peu, quand on s'y intéresse, on voit que la pollution, les pesticides peuvent avoir un impact en fait sur les hormones, puisque le cancer du sein, euh, parfois c'est hormonal, donc ça agit. Moi personnellement, j'ai pas changé grand-chose parce que je le vivais, j'étais déjà dans cette optique de faire attention à mon alimentation, à faire du sport régulièrement. Et d'autant plus que après j'ai eu d'autres difficultés médicales qui fait que pour moi c'est évident en fait d'avoir une hygiène de vie saine et avoir une activité sportive régulière. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te portes? Comment ça va? Comment tu nous as dit dès le départ que tu as été guérie, donc j'imagine que tu n'as plus de cancer. Comment ça se passe au quotidien? Comment ça va? Est-ce que tu fais des contrôles réguliers? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui ça va. Médicalement, on dit qu'on est guéri du cancer du sein lorsqu'on dépasse les 5 ans. Donc avant, on parle de rémission. Mhm. Et moi, ça fait depuis l'année dernière, depuis avril 2024, que je ne suis plus en rémission, donc que je suis guérie. Voilà. Dans ma tête, j'étais déjà guérie par le Seigneur, mais c'est vrai que médicalement, on dit qu'on est guéri du cancer du sein lorsqu'on passe la période des... Ça va au niveau cancer, vraiment, ça va. Ça m'a pris 2, 3 ans, comme on dit, de m'approprier, d'accepter en fait ce que j'ai subi. Mais quand je dis ce que j'ai subi, c'est au niveau physique, parce que j'ai eu une double ablation, parce que du fait que ça soit génétique, donc la probabilité que le cancer du sein revienne dans 20 ans ou même dans 10 ans médicalement reste élevée. Du coup, j'ai subi une double ablation, donc du sein qui était malade et du sein qui n'était pas malade. Au départ, ça fait un petit choc, mais c'est vrai que l'idée de revivre la chimio, c'était, voilà, je ne le voulais pas, donc j'ai dû prendre cette décision. Et ça passe par l'acceptation. L'acceptation, quand on parle de l'acceptation, de se dire que demain, si j'ai des enfants, je ne pourrai pas allaiter. L'acceptation, parce que physiquement, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, en fait, des cicatrices à vie. Et aujourd'hui, on va dire, pour ma part, je le vis très bien, je fais du sport, je fais même de la musculation. Pourtant, j'ai des implants mammaires médicaux. Donc, ça va. Ok.
Et du coup, donc là, tu as repris un peu le cours de ta vie, tu es guérie, comme tu nous l'as dit. Quel est le conseil que tu pourrais donner aux femmes, aux sœurs notamment, qui vont écouter ce podcast concernant le cancer du sein? Quel est le conseil que tu pourrais donner? Alors, ce que je peux donner comme conseil, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'autopalpation. Vraiment, l'autopalpation. De ne pas négliger. Mais vraiment, de ne pas négliger l'autopalpation, de ne pas négliger le moindre symptôme, d'écouter son corps, en fait. Je pense que chacune de nous, on sait un peu quand il y a quelque chose d'anormal. En tout cas, moi, je pense que ça a joué beaucoup, parce que le cancer du sein, on dit que c'est le cancer le plus soigné chez les femmes, mais quand il est détecté très tôt. Pour ma part, il a été détecté très tôt, donc j'ai pas eu de métastase, j'ai pas eu de ganglions touchés, sinon ça aurait été plus grave. Donc au moins de symptômes, en tout cas, c'est ce que je dis toujours à toutes les personnes que je rencontre, ben va consulter, ça ne coûte rien. Même la gynécologue qui était dans le corps médical, pour elle, elle était surprise en fait. Elle m'a dit non, c'est rien, à 24 ans, c'est juste un kyste. Mais il s'avérait que c'était pas un kyste. Donc je dis toujours, l'autopalpation, si tu as le moindre signe, ben va consulter. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. Et il y a des cancers, ça peut, comment dire, moi le cancer, le mien, les cellules étaient elles étaient très petites, mais elles se développaient très très vite. Alors qu'il y en a, ça peut mettre vraiment, vraiment du temps, des mois à se manifester. Donc, le moins de symptômes, le moins de tiraillements. Aujourd'hui, il y a vraiment, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos où on montre comment s'autopalper. C'est essentiel, en fait. C'est essentiel. Et voilà, bien sûr, d'avoir une bonne hygiène de vie. Le sport, ben, ça reste essentiel. Hein. Le sport, l'alimentation, ça reste essentiel. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas... parfois, en fait, quand on est moins jeune, on se sent moins concerné. Voilà, quand on est moins jeune, mais si, effectivement, je veux dire, de 2018 à aujourd'hui, 2025, malheureusement, j'ai vu trop de jeunes, en fait, de jeunes femmes avoir le cancer du sein. Donc, c'est-à-dire que moi, à l'époque, en 2018, je voyais des gens de 30 ans, de 40 ans, mais quand je vais toujours dans les hôpitaux, je vois des gens de 25 ans, de 26 ans. Donc, c'est bizarre, mais il y a de plus en plus de jeunes femmes, beaucoup trop, pour ma part, trop de jeunes femmes. Et il y en a qui se sentent pas concernées, mais même à moins de 25 ans, ben, j'en suis la preuve, hein, à moins de 25 ans, on peut avoir le cancer du sein. Et mon chirurgien me disait, en fait, j'avais 24 ans, que j'étais hors statistique, parce que pour eux, à moins de 25 ans, bon, c'est pas possible. J'étais hors statistique, malheureusement. Et, malheureusement, ça arrive de plus en plus. C'est hyper important ce que tu nous partages, hein, de se sentir toutes et tous, parce que ça touche aussi les hommes, mais principalement les femmes, toutes concernées, et surtout, même si on est très jeune, et de dire se documenter, s'informer, se renseigner, c'est hyper important. Et c'est pour ça que nous, au sein du centre hospitalier, on prend le temps de sensibiliser via les podcasts, via de la documentation, avec des articles qui vont bientôt arriver sur notre site internet. Mais surtout en tant que chrétien, parfois on se sent... le Seigneur nous garde, hein, ça c'est sûr, le Seigneur nous garde, mais on est quand même humain, on vit sur la terre et on est exposé à beaucoup de choses. On a parlé pour ton cas d'hérédité, on a parlé aussi de l'environnement, de l'hygiène de vie. Tout peut arriver et le Seigneur sait pourquoi ça arrive. Il y a toujours un enseignement à tirer, mais en tant que chrétien, on doit aussi se sentir concerné par ce type de maladie parce que ça peut aussi nous atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on a une vie de péché, ça ne veut pas dire que on prie moins que les autres, c'est juste qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie. Ça peut être un cancer, comme ça peut être se fouler la cheville. Voilà, donc ça arrive et on doit tous se sentir concernés. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton témoignage. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que ça va encourager. Et en tout cas, pour moi, quand j'étais en parcours de soins, comment dire, moi, mon objectif, c'est bizarre, c'est que c'était un objectif dans ma tête. Je me disais, mais si j'ai ça, c'est peut-être pour encourager quelqu'un.
même un membre de ma famille, parce que étant africaine, le cancer, ça reste tabou. Je me rappelle, mon père, il voulait pas que j'en parle, mais j'ai mis 2 ans avant d'en parler alors que je voulais. Donc j'ai mis 2 ans parce que je me disais le temps que eux ils digèrent. Mais je me suis dit, je peux pas rester, je peux pas me taire parce que ça se trouve, c'est un gène qui se balade dans la famille. Je ne veux pas avoir une jeune femme, une jeune cousine à avoir ce cancer-là. Et en tout cas, moi, comme je dis, j'ai toujours pris comme une épreuve. Et je sais qu'aujourd'hui, j'arrive à comprendre en fait quelqu'un qui traverse la chimio, parce que discuter avec quelqu'un qui a eu la chimio, c'est différent de discuter avec quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu la chimio. C'est pas pareil. Donc, comme on dit, voilà, chaque épreuve, on tire un enseignement, et c'est aussi là pour édifier le corps. Hein. Eh bien, merci Rebecca pour ton témoignage, hein, parce que le cancer du sein, qu'on soit atteint du cancer du sein ou qu'on ait une connaissance, en fait, on est tous concernés. Donc, merci pour ce témoignage. Et nous vous remercions aussi de nous avoir écoutés. Et nous vous disons à bientôt pour un prochain épisode de Medical.